Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Regard sur le monde. Eh bien, pendant près de 3 mois, je n'ai pas pu être présente à l'antenne pour des raisons médicales. Rassurez-vous, tout est rentré dans l'ordre. Regard sur le monde, notre canard aussi est en bonne opposition. Alors, on va le pousser ensemble. Bien, vous savez que 7 mois après avoir supprimé la forfaiture électorale orchestrée par l'ancien régime, les militaires au pouvoir à Libreville convoque ce mois d'avril 2024 durant le dialogue national inclusif et conformément au décret, à l'article 2 du décret signé du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema. Et selon l'article 3, l'esprit nous dit que ce dialogue vise entre autres sujets la profonde réforme des institutions du pays, à savoir donc institutions sociales, politiques, économiques. Et puisque le Gabon peut être pensé comme étant une institution sociale, nous allons voir dans quelle mesure on peut restaurer notre pays en tant qu'institution sociale. Et pour ce faire, je reçois donc 3 éminents universitaires sur ce plateau, à savoir Dr Romaric Franck Quentin de Mongarias, maître de conférences en sociologie de l'éducation à l'ENES, auteur de plusieurs ouvrages sur les questions d'éducation au Gabon. À ses côtés, Dr Georges Moussavou, chargé de recherche en sociologie des organisations et institutions publiques, auteur lui aussi de plusieurs ouvrages sur le système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique au Gabon. Et enfin, à ma gauche, j'ai donc le professeur Joris Bertin Madébé, directeur de recherche en sémiotique, auteur lui aussi de plusieurs publications qui lui ont d'ailleurs valu d'être lauréate en 2022 de la Fondation Maison de Sciences de l'Homme pour ses travaux de synthèse méthodologique. Eh bien, voilà la crème de l'intelligentsia gabonaise que je reçois sur ce plateau. Professeur, bonsoir Janice. Bienvenue, bienvenue. Docteur Moussavou, Georges, bienvenue. Merci, bonsoir. Docteur Quentin, je pense que c'est la première fois que vous venez à Regard sur le monde. Alors soyez donc les bienvenus. Vous êtes dans le bleu, quoi, du plateau. Merci pour l'invitation. C'est tout un honneur. OK. Alors donc, comme je le disais dans mon introduction, nous sommes dans l'ère du temps, c'est-à-dire le dialogue national, et qui est lancé là, qui est convoqué. Et donc, par rapport à ce dialogue national, les universitaires que vous êtes, on aimerait bien savoir ce que vous pouvez apporter comme contribution. Mais avant, vous savez, la tradition de Regard sur le monde est que nous allons suivre un document qui nous trempe dans le bain, de telle sorte que nous partions en profondeur des problématiques que nous voulons évoquer ici, d'accord? Alors, professeur Joris Madébé, docteur Georges Moussavou, docteur Romaric Franck Quentin de Mongarias. Alors, si vous êtes prêts, je vous invite donc à suivre ce document. Durant tout le mois d'avril 2024, le Gabon tient les assises de son dialogue national tant souhaité par le peuple gabonais. Ce vœu le plus ardent sera exaucé le 30 août 2023 quand les forces de défense et de sécurité décident de renverser le régime d'Ali Bongo Ondimba. Réunis au sein d'un comité pour la transition et la restauration des institutions, le CTRI, les militaires vont mettre à plat toutes les institutions. Dès cet instant, le Gabon ouvre la voie à une transition de 24 mois. Le moment charnière de ce régime d'exception est le très attendu dialogue national annoncé comme chapitre de vaste chantier pour la construction d'un Gabon nouveau par le patron du CTRI, le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, président de la transition. Toutefois, il convient de rappeler que ce rendez-vous historique n'est pas le premier à être organisé en terre gabonaise. Depuis 1990, jusqu'à la décision des militaires le 30 août 2023, le Gabon a organisé un certain nombre de rencontres politiques dans l'optique toujours de penser et de tenter de résoudre les problématiques diverses auxquelles font face les Gabonais.
éducation, entre autres santé, les infrastructures de base, la culture, les relations sociales, l'alternance politique, etc. Conférence nationale en 1990 et 4 ans plus tard, les accords de Paris, avant celle d'Arambo en 2006, le dialogue d'Angoundjé de 2017 et la concertation politique de 2023. Nonobstant ces mégamesses politiques nationales, nous sommes encore en train de se chercher un avenir à construire sans avoir la moindre possibilité de puiser dans les acquis du passé susceptibles de nous permettre de bâtir durablement. À la moindre secousse, tout vole en l'air et l'on recommence éternellement dans le néant. Or, on ne crée pas ex nihilo. On est donc en droit de se poser la question de savoir quelles sont les raisons de tout cela et par quels moyens peut-on parvenir à traiter le goût amer laissé par les rencontres susmentionnées. De plus, il est important de relever que l'homme gabonais évolue dans un espace social donné. Par conséquent, son agir est influencé depuis la colonisation et la post-colonie, bien sûr, par des modes de pensée de cet environnement social. Le questionnement central repose donc sur le non-traitement ou la non-résolution de la problématique des valeurs. Or, le champ politique a galvaudé justement la communauté des valeurs et donc du vivre ensemble des Gabonais, c'est-à-dire du corps social dans son ensemble. In fine, peut-on poser la question de l'autonomie de pensée et de gouvernance dans notre pays? Voilà, professeur, mes chers docteurs, vous venez de suivre donc là une petite réflexion, petite recherche que j'ai essayé de glaner un peu dans l'histoire un peu l'historique de nos institutions et tout, des fameuses rencontres, des grandes messes politiques que nous organisons toujours ici et toujours à l'issue desquelles on n'a jamais vraiment pu conserver quoi que ce soit. Alors, comment réagissez-vous par rapport à ce que j'ai essayé de glaner là, docteur? Bien, merci Janice. Je voudrais d'abord effectivement féliciter ce travail, disons, ce condensé d'un certain nombre de problématiques qui ont jalonné et caractérisé notre société depuis 1990, c'est-à-dire après le parti unique, à partir duquel on est sorti quand même avec beaucoup de difficultés parce qu'il a fallu qu'il y ait une crise sociopolitique assez sérieuse, assez grave pour que on revienne au multipartisme qui avait été mis entre parenthèses à partir de 1968. Donc ces problèmes, effectivement, que vous avez soulevés tout à l'heure, posent en réalité le problème de l'homme gabonais, et particulièrement de celui qui est appelé aux responsabilités publiques, qui a la charge de présenter un certain exemple du point de vue du comportement, du point de vue de la façon de faire les choses, du point de vue de la construction des relations sociales et en tout cas de ce qui doit constituer la communauté nationale. Et donc là, nous allons rentrer dans un dialogue politique à nouveau, qui est issu en réalité du coup d'État qu'on qualifie tous de coup de la libération, parce qu'il y avait cet embrigadement complètement physique, mental, psychologique, social, politique, économique de toute la société. Donc nous voulons espérer que la question de l'homme gabonais va être placée d'abord au centre, parce que si on ne pense pas la mentalité, le comportement du Gabonais, il sera difficile de restaurer le Gabon, il sera difficile de restaurer ses institutions, parce que simplement nous n'avons pas pris conscience de la façon dont l'homme gabonais réagit ou agit face aux règles qui sont des règles de vie commune. L'humain gabonais, quoi. L'humain gabonais. Docteur. Merci Janice. Alors, au regard de l'élément qui vient de passer, qui rappelle effectivement les grandes étapes qu'a connues notre société, notamment depuis 1990, qui a permis, n'est-ce pas, de faire le saut qualitatif pour dépasser effectivement le moment du parti unique. Et on s'est rendu compte qu'il y a eu plusieurs rencontres nationales, mais dominées notamment par le champ politique. Et ces rencontres nationales étaient convoquées pour, dans l'ensemble, essayer de résoudre certaines situations de crise. Mais ces situations de crise ont très souvent été provoquées par l'instabilité politique. Ou parce que, il faut dire qu'il y a eu cette crise de confiance entre les gouvernants et les gouvernés. Pourquoi? Parce que ceux qui sont en responsabilité
ne tiennent pas leurs engagements. Donc, du coup, des différents moments qu'a connu notre pays, à chaque fois... Il y a rupture entre les deux. Il y a rupture, effectivement. Entre le politique et le citoyen. Effectivement. Donc, il y a cette crise-là entre une crise de confiance, une crise de valeur entre les citoyens et leurs gouvernants, entre les citoyens et les institutions, notamment politiques, et les autres, je pense. Professeur. Merci, une fois de plus. Je pense que le grand problème de notre pays, c'est son incapacité à inventer un narratif national. Autant de 1960 à 1968, nous avions un narratif qui permettait de mobiliser nos imaginaires autour du père de l'indépendance que fut Léon Mba. Autant, depuis 1990, la conduite du pays s'est effondrée par l'absence totale de narratif politique. Et à partir de ce moment, chacun a commencé à s'inventer son propre récit. Alors, dans un espace national, quand vous avez plusieurs récits, il n'y a plus de logique narrative possible. Parce que chaque récit engendre un micro-récit qui a ses propres développements, ses propres acteurs, et par conséquent, une capacité de fragmenter le récit global, et à la fin, on ne comprend plus ce qui se passe très bien. Donc, l'effondrement du récit national est, à mon sens, l'absence d'une vision politique cohérente, pensée autour d'un projet qui soit gabonaisement pertinent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que le Gabon est un État colonial. De 1960 à 1968, nous avons eu droit au récit des hommes forts. Mais ça, c'est la communication mise en place pour, on va dire, construire des États monopartistes, avec la justification de la diversité comme problème fondamental de l'érection d'une démocratie qui tienne la route et qui soit partagée par tout le monde. Donc, c'est ainsi qu'on avait pensé juguler les problèmes, entre guillemets, du tribalisme, au sens où les concepteurs anthropologues de l'époque avaient perçu la diversité ethnique au Gabon. Donc, nous espérons, parce que c'est là le grand problème, on va au dialogue national, c'est pour faire quoi? Est-ce que c'est pour ressusciter cette absence de récit national? Pour qu'il y ait un récit national, il faut que l'État soit conçu comme un projet politique cohérent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État doit dire, je dois bâtir une économie pour nourrir qui, comment, avec quels moyens. Le plus grand problème de notre échec, j'ai utilisé le mot d'Otunji, paix à son âme. Paulin Otunji, voilà. Le philosophe béninois. C'est le philosophe béninois qui nous a laissé effectivement voilà, un grand passeur. Donc le problème de notre pays, c'est l'extraversion. Donc c'est une extraversion économique. Un État qui existe que par sa capacité à produire du minerai qui est vendu de façon brute à des multinationales et qui en tire profit outrageusement et presque de façon indécente vis-à-vis des États qui sont possesseurs de ces produits. Ce modèle économique déjà est un frein fondamental au développement. Bon, est-ce que le Gabon est en capacité de renégocier cette affaire avec les multinationales? C'est une grande question. Si ce n'est pas le cas, quelle façon
de repenser l'économie. Parce que nous l'avons déjà dit par ailleurs, toutes nos sociétés ont des traditions culturelles qu'il suffit de comprendre et d'inventer des modèles sur lesquels on peut penser une économie inclusive interne qui soit greffée à l'économie extravertie. L'économie extravertie permettant d'être désormais l'économie qui nous permet d'engendrer du capital à partir duquel nous allons créer inventer des richesses, des emplois. Voilà, inventer notre propre modèle économique pour qu'il n'y ait plus ce sentiment de dépendance à l'économie internationale. Beaucoup d'États se sont essayés à le faire. Le Japon l'a fait, la Chine l'a fait, la Corée l'a fait. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le faire. Donc je vais terminer par là. Donc, nous avons plus ou moins vécu dans le phénomène de l'État colonial. Maintenant, nous devons penser l'État gabonais affranchi de cet État colonial. Le penser de façon structurelle, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons faire de l'État, quel type d'économie nous allons faire, quel type de politique peut correspondre au modèle économique que nous allons mettre en place, comment nous allons organiser la société, quels enseignements nous allons donner pour que ceux qui vont apprendre dans le nouveau modèle soient les acteurs de cette économie nationale, etc., etc. Autrement dit, et là je voudrais rendre un vibrant hommage à un collègue qui est décédé, que j'ai connu très tôt, Arsène Meillet, qui avait écrit un texte d'une pertinence dont l'actualité aujourd'hui se pose pour moi avec évidence, puisque je connais parfaitement le texte. Le sous-titre de son texte était « Prospective de l'économie gabonaise ». Donc, si on ne maîtrise pas l'économie, nous allons faire ce que nous savons faire. Nous allons avoir des présidents provinciaux, des fous du roi, des cours provinciales, des présidents provinciaux, etc., etc. Autrement dit, nous allons prendre le capital généré par nos matières premières pour nourrir des pratiques qui ne produisent pas de la richesse. Qui ont desservi le Gabon et les Gabonais. Absolument, exactement. Donc, la baronnie. Voilà, donc c'est ce modèle-là qu'il faut casser à partir d'un modèle pensé. Et il faut que nous sortions de la logique du jour le jour. Qu'est-ce que nous allons faire au lendemain? Essayons de planifier. Il faut planifier. Il faut développer le concept de planification dans nos politiques. Non seulement la planification, mais les outils qui rendent la planification intelligible. De sorte que les collègues, ou moi, ou vous-même, si nous nous absentions, puisque ça va toujours arriver, des fonctions régaliennes ou de la fonction publique, eh bien, ceux qui vont nous remplacer vont avoir le moniteur pour voir où nous sommes arrivés, qu'est-ce que nous avons bien fait, qu'est-ce que nous avons mal fait, comment il faut l'arranger pour poursuivre ce qui est à faire par rapport à ce qu'il devait faire. Alors, pour parler de narrative nationale, c'est quoi exactement pour le public, le petit public qui nous suit? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux prendre une histoire très simple. Vous savez, nous sommes un peuple, les peuples africains en général sont les peuples de l'oralité. Bien sûr. Bien. Vous savez, quand vous dites un conte au village, quel que soit votre âge, vous avez un niveau d'interprétation qui va toujours dans le sens du conte. Même si c'est un autre conteur qui dit le conte, aujourd'hui ou demain, bien, ceux qui savent l'histoire du conte peuvent apporter des ajustements. Mais comme c'est le même conte, tout le monde est capable de se projeter vers la fin de ce conte parce qu'on en détient les clés. Donc, ce qu'on appelle le narratif, c'est maintenant comment on va construire le Gabon, à partir de quelle histoire qui va mobiliser les Gabonais dans le prochain récit de la continuité nationale. Or, ce qui est là concrètement, c'est que nous n'avons plus d'histoire nationale. La preuve, c'est qu'il y a eu un coup d'État. Pourquoi? Parce que dans l'histoire nationale, on a eu les récits
d'un tel ou d'un tel, d'un tel ou d'un tel qui sont Un incompatibles. foisonnement de récits qui n'obéissent à aucune logique. Absolument. Aucune progression logique, aucune suite dans les idées. Exactement. D'accord. Et c'est ça qu'il faut une faire. inflation. Voilà, il y Voilà, a une une inflation. inflation. Voilà, Ici. voilà. Et dont la conséquence première, et c'est là que l'adresse aux politiques devient intéressante, quand l'économie d'un pays génère des avoirs sur la base des marchés internationaux et que ces avoirs sont alloués au financement de cette multiplicité de récits, il n'y a aucun investissement productif. Bien sûr. Or, si on ne crée pas la richesse, on ne peut pas créer des emplois. Et comment on va créer de la richesse pour générer de l'emploi? C'est là où le récit est important. Il faut donc créer un modèle économique. Pour moi, je dis il faut créer un modèle économique interne où le moussoungou, l'avocat, l'igname, le tubercule ont une place importante. Je prends un exemple pour que les populations comprennent très bien. Nous avons le Haut-Ogoué qui fabrique le manioc téké. Pourquoi ne pas créer un label manioc téké pour que le manioc téké soit industrialisé? Et comme ça, le Gabonais de Tchubanga, d'Oyem, etc., sache très bien quelles sont les normes de fabrication du manioc téké. Et quel que soit le lieu dans la province où il se trouve, il peut le fabriquer parce que ça devient un lieu de génération de revenus personnels à partir d'un produit labellisé. Donc, il me semble important, à mon avis, de rationaliser l'État. Rationaliser l'État, c'est établir les structures à partir desquelles l'État va produire et se reproduire en tant qu'instance qui oriente les valeurs vers les citoyens, vers la République, pour constituer un creux à partir duquel les Gabonais vont s'identifier, peu importe leurs origines ethniques. Et ça, sans cette structure de base, on va toujours s'identifier selon les modèles que vous avez mis en relief dans votre documentation. En fait, vous nous ouvrez la voie vers la communauté des valeurs subjectives et objectives à partir desquelles, justement, on doit repenser le Gabon en tant qu'institution sociale. Donc, nous sommes de plein pied dans notre sujet. Alors, avant d'aborder justement ces fameuses communautés de valeurs, de normes, communautés de normes objectives et subjectives, je voudrais que vous expliquiez d'abord ce que c'est qu'une institution sociale. C'est quand même important de le faire pour bien comprendre l'implication avec la communauté des normes subjectives et objectives. Merci pour la question. Effectivement, il est important de préciser aux téléspectateurs effectivement à quoi renvoie une institution sociale. Alors de manière classique, une institution sociale se définit comme une structure sociale dotée d'une stabilité et d'une durabilité dans le temps et dans l'espace. Et cette structure sociale a besoin de fonctionner. Et pour fonctionner, elle dispose d'un ensemble de valeurs, un ensemble de normes objectives qui renvoient, n'est-ce pas, aux lois et règlements. Et en même temps, elle dispose également d'un ensemble de normes subjectives qui cette fois-ci relèvent des représentations, des manières de penser, des manières d'agir, des manières de sentir et des manières de faire qui s'imposent, n'est-ce pas, aux citoyens, donc aux individus. Nos us et coutumes. Voilà, qu'ils découvrent, qui les ont précédés, ces normes les ont précédés, et en fait, ces individus n'ont pas le choix, n'est-ce pas, dans leur façon d'agir et de se comporter, que de se référer à cet ensemble de normes objectives et subjectives. Mais le problème, pour aller dans le sens de comprendre effectivement ce qu'est le Gabon en tant qu'institution sociale aujourd'hui, nous sommes dans le cas d'espèce d'une institution sociale malade. Puisque en sociologie, on considère que l'institution sociale qu'est le Gabon en tant que nation est ce qu'on appelle de manière simpliste le macrocosme. Et ce macrocosme, n'est-ce pas, est articulé autour d'autres microstructures, donc les autres institutions, que sont les institutions éducatives, les institutions religieuses, les institutions économiques et bien sûr les institutions politiques. Donc c'est toutes ces institutions-là
qui permet, n'est-ce pas, et qui favorise le vivre ensemble. Et le problème du Gabon aujourd'hui, c'est que ces institutions sont malades à tout point de vue. Qu'est-ce qui a provoqué cela? Je pense, comme pour ne pas me répéter, à partir du moment où c'est l'État qui donne le là, à partir de ces normes objectives. Et si on parle de normes objectives, cela sous-entend que celles-ci soient appliquées à la lettre. Mais ce qu'on constate depuis un certain nombre d'années, d'où les crises que vous avez bien rappelées à travers votre élément, c'est que les normes ont été érodées au fil des années. Au fil des années, à tel point que les individus, en s'appuyant sur leurs normes subjectives, ont pensé qu'ils pouvaient agir selon leur bon vouloir, sans tenir compte, effectivement, de ce qui est admis par l'ensemble du corps social. Et je pense que c'est à ce niveau que se situe aujourd'hui l'institution sociale qu'est le Gabon. Oui, je voudrais, à la suite de mon collègue, in fine, arriver à la question de savoir si le Gabon peut être entendu comme étant une unité collective, c'est-à-dire comme étant une nation. Étant donné que, du point de vue institutionnel, parce que lorsqu'on parle de société gabonaise, ça paraît un peu vague. Il y a un ensemble de structures, de groupes sociaux, qui sont régis par un certain nombre de règles, l'institution étant la règle, à la fois la règle et la structure. Est-ce que depuis 1960 à aujourd'hui, on peut observer que le Gabon est une nation? Je ne pense pas. Parce que si vous avez encore le Gabonais de Yem, qui aura du mal à s'installer à Tchibanga ou à Makoko, et à prétendre à assumer des fonctions politiques dans ces localités d'où il n'est pas originaire, nous ne sommes pas encore une nation. Si vous avez le Gabonais de Franceville, qui a du mal à partir de Franceville pour aller à Port-Gentil, parce que la route n'est pas construite, c'est-à-dire que ça ne lui permet pas de circuler dans son territoire, ça pose un véritable problème. Mais ces questions, en réalité, ont été récupérées et instrumentalisées par les hommes politiques pour servir leurs besoins électoralistes, de manière à cantonner les uns et les autres dans leur localité. Donc on a fait croire qu'il y a un problème, si vous voulez, de solidarité nationale, mais ce sont les mêmes acteurs qui, par le discours politique, on a parlé d'une diversité de récits, construisent un certain nombre de récits pour mobiliser les représentations sociales des différents groupes ethniques, simplement pour servir leurs propres intérêts. Au détriment de la nation gabonaise. On va au-delà de cela. Dans une communauté comme celle du Gabon qui rassemble la diversité des groupes ethniques et de toutes les structures, nous avons ce qu'on appelle effectivement la communauté des normes objectives. Normalement, c'est la communauté des normes objectives qui nous fait vivre ensemble à travers l'observance, le respect de la règle que nous nous sommes collectivement donnés, donc les lois, les règlements et autres, sociale, qui doivent être respectés par tout le monde, quelle que soit l'endroit, sa fonction, quel que soit son statut, fût-il président de la République. Je prends un exemple. Aux dernières élections présidentielles aux États-Unis, le président Trump appelle le gouverneur de la Géorgie, c'est un État américain, pour lui demander de modifier les résultats électoraux à son avantage. Le gouverneur de la Géorgie refuse catégoriquement de modifier les résultats. Mais pourquoi il refuse? Parce qu'il sait que s'il commet cet acte, il sera arrêté par le FBI. Donc c'est lui qui ira en prison. Ce n'est pas Trump qui ira en prison. Trump, il est en train, pour l'instant, de subir un peu tout ce qu'il a créé comme situation. Quand on voit un peu le feuilleton aujourd'hui, à la fois judiciaire et politique aux États-Unis. Le rapport à la règle, de vie commune est un véritable problème. Et donc, cette absence de respect de règles, de respect de la parole, nous dévoile que nous avons des Gabonais
où le Gabonais, qui est versatile, qui est multi-identitaire, qui ne tient pas sa parole, qui aujourd'hui peut dire, là il peut dire que oui c'est blanc, lorsqu'il se déplace il dit non c'est rouge, donc que vous avez du mal à situer. Pas la règle. Et si aujourd'hui nous avons cette flopée d'églises qui attire aussi les compatriotes, mais c'est parce qu'ils sont à la recherche de repères. Les repères qui ont été sapés par ceux qui avaient la responsabilité d'assumer les responsabilités publiques, de faire fonctionner les structures, de faire observer les règles et d'abord de converger vers la réalisation de l'intérêt général. Or, quand on raisonne en se disant que même dans la distribution des postes de responsabilité qu'on a cantonnés en fonction des ethnies, en fonction des provinces ou des départements, et que vous avez des logiques qui consistaient à dire maintenant c'est notre tour, maintenant c'est nous qui avons cette institution, donc la logique de la mendication, de manger l'État, parce que l'État est considéré ici comme un fromage, comme cet éléphant qui a été tué, où chacun veut avoir sa part, parce qu'il a un couteau le plus tranchant, et on dépaisse l'État gabonais. Voilà la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Autrement dit, les hommes politiques et les leaders de tous bords ont échoué. Ils ont raté leur coche. Ils ont échoué parce qu'ils n'ont jamais affiché d'abord une vision de construction de l'État. Vous prenez l'ensemble des partis politiques. Depuis 1990. Posez-leur la question, quelle est votre vision de la construction du Gabonais ou de la nation gabonaise? Ils vont vous dire, on va faire les routes, on va faire les hôpitaux et autres, mais ça c'est un programme de gouvernement. Bien sûr. Mais la société que vous voulez bâtir, c'est à partir de quel modèle? Elle repose sur à partir de quelles valeurs? À partir de quels usages? Personne ne vous le dira. C'est pour ça que vous voyez cet ensemble, cette flopée, cette inflation, à la fois de partis politiques, d'associations qui cherchent à manger, qui cherchent à se coller aux autorités, à l'autorité de l'État, parce que bon, tout le monde cherche à manger. Ce n'est pas pour construire la société ou la nation. Parce qu'il n'y a pas de repère, il n'y a pas de valeur. La société civile est complètement à la remorque du pouvoir pour manger justement aussi. Oui, mais encore que bon, on peut aussi relativiser certaines individualités qui font l'effort de prendre de la distance par rapport aux questions bassement matérielles. D'accord. Professeur? Bon, pour ma part, je pense que le grand problème des États africains auxquels appartient le Gabon est un problème de négociation de l'identité de l'État. Nos États sont des États postcoloniaux. Et comme on dit, un État postcolonial a pour vocation de faire ce qu'on lui demande de faire. Nous prenons le cas du Gabon. Ce n'est pas normal que depuis 1957, le Gabon n'est pas une société qui sache extraire du pétrole ou qui soit capable de projeter une cartographie des richesses minières du Gabon et des richesses végétales et des richesses halieutiques. Ça, ce n'est pas normal. 60 ans après les indépendances, ce sont toujours... On va chercher des Australiens, on a dit, pour extraire du minerai de fer dans notre propre pays, minerai dont le Gabon aurait eu que 10%. Entre-temps, le volume de la population, de la démographie augmente. Bien sûr. Si dans les années 60, on était à peu près à 300 000 Gabonais, officiellement, aujourd'hui, nous sommes à 2 500 000 Gabonais. Qu'est-ce que nous avons fait pour rationaliser la maîtrise de nos richesses? Absolument rien. Donc, pourquoi? Parce que nous avons pris nos entreprises, nous leur avons rien donné. C'est la problématique des PME au Gabon et des PMI au Gabon. Même pour faire les routes, ces entreprises ne sont pas soutenues. Vous savez, qui ne maîtrise pas le savoir ne peut pas produire les technologies dont dépend la maîtrise de ce savoir. Et par conséquent, qui n'a aucune technologie ne peut pas se projeter. Parce que la réponse de la technologie vis-à-vis de la réalité, c'est de
améliorer l'ancien ou de donner à l'ancien une forme rationnelle qui soit pertinente. Une des causes essentielles, c'est notre absence de maîtrise de l'État postcolonial et de sa raison d'être. Autrement dit, de la façon dont il fonctionne structurellement. Donc, si nous devons un jour parvenir à vouloir créer une société conséquente avec elle-même, on doit commencer par se poser la question fondamentale de base, qui est, comme le disait Georges, celle de l'anthropos, l'humanus gabonicus. Donc, nous avons un pays. Qu'est-ce que nous voulons faire de ce pays? Quel profil doivent avoir les acteurs politiques? En fait, on doit tout rationaliser, parce qu'on ne peut pas devenir un homme politique si on n'a aucune tradition de connaissance, par exemple, objective. Bon, moi je vous dis une chose qui va peut-être déranger un certain nombre de spectateurs, qui est relative à une expérience. À l'époque où j'écrivais un livre, parce que je voudrais bien comprendre ce qui se passait dans mon pays, pourquoi on ne parvenait pas à avancer, j'ai fait le tour de tous les acteurs politiques. Je voulais voir ce qui se passe dans leur tête. Bon, il en est sorti quoi? Il en est sorti une méconnaissance du Gabon et qu'on appelle ça, une surpuissance de subjectivité relative. C'est-à-dire, les acteurs politiques se mettaient au centre du jeu. Puisqu'ils vont à la mangeoire. Voilà, se mettaient au centre du jeu. Donc, cette perspective ne peut pas permettre de prendre la distance avec l'objet qu'on appelle le Gabon. Donc, ce problème-là, tout ce que nous subissons, n'en est que la conséquence. Et la première conséquence, c'est comment on appelle ça, l'asymétrie du premier récit, c'est-à-dire le récit des pères des indépendances. Donc, qu'est-ce qu'on nous a vendu? On nous a vendu les hommes forts. On n'a pas construit l'État dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire l'État fort, l'État qui aurait pu faire que l'homme fort se rende redevable de ses institutions. Bien sûr. Donc, une fois que le récit des hommes forts s'est épuisé en 90, nous avons eu le récit de la démocratie. Mais nous savons comment cette démocratie a été fabriquée. C'est ça. Elle est fabriquée à l'extérieur pour déstabiliser les États africains. Donc, nous savons, moi j'ai été en France à une certaine époque, où, à l'époque où Mamboundou était présent, etc., où l'échiquier politique ou démocratique, voilà. Donc, nous savions que les acteurs politiques du Gabon allaient en France discuter avec les acteurs politiques français, à qui mieux pour avoir la possibilité d'être président de la République. Donc, vous voyez, même en 90, nous avons encore faussé la lisibilité ou bien la production objective d'un discours national. Je ne dis pas qu'il faut s'opposer à la France ou qu'il ne faut pas s'opposer à la France. Mais il faut le relever. Ce que je dis, c'est que si on ne pense pas, et c'est ça le grand problème des États africains. Des États africains. Oui. Si on ne pense pas le modèle de l'État qu'on veut pour construire un vivre ensemble, c'est-à-dire produire des instruments à partir desquels chaque Gabonais va avoir une relation objective avec son État, indépendamment de la relation subjective qui relève du symbolisme d'appartenance. Si on ne produit pas ces éléments, nous serons toujours dans des catégorisations. Moi, je suis du Sud. C'est choquant, vous savez, quand vous abordez quelqu'un, une dame ou un monsieur, on te dit, toi tu es où? Tu es d'où? Mais c'est choquant parce que... C'est frustrant. C'est frustrant parce que c'est la preuve qu'on a échoué. Oui, et qu'on est replié sur soi. Qu'on est replié sur soi, c'est-à-dire que nous avons vécu dans le phénomène et pas dans la pensée. Bien sûr. Et donc, ça veut aussi dire qu'il faut que nous mettions un sacré bordel dans nos écoles. Donc, un sacré bordel, ça veut dire qu'il faut repenser les programmes
pour introduire un peu plus de créativité intellectuelle, de sorte que les prochaines générations échappent à la dépendance anthropologique. D'accord. Alors, question, quelle est l'efficacité des normes subjectives et des normes objectives dans la jeu du Gabonais? Comment vous pouvez expliquer ça? Les normes subjectives sont relatives aux groupes sociaux traditionnels auxquels nous appartenons. Ce sont les us et coutumes. Je suis pour nous, il y a un certain nombre, il y a une façon de lire le monde. Il a parlé par exemple de contes. Il y a une certaine façon d'expliquer les objets, de définir mon rapport ou mes rapports avec l'autre, avec l'environnement. Il y a une façon de construire la vie personnelle et la vie d'ensemble, de famille. Tout cela est fait sur la base de ce qu'on a assimilé de génération en génération, mais qui n'est consigné nulle part. Ouais, c'est la civilisation de l'oralité. L'oralité, les représentations sociales et autres. Les normes objectives, c'est celles que nous prenons pour dire comment je fais pour m'installer sur cette terre, dans ce quartier, dans cet espace. Il doit y avoir des règles. Je m'adresse aux institutions, qui sont chargées de me donner la définition et les critères d'installation, l'urbanisme, l'habitat, ainsi de suite, pour que je ne construise pas à 1 mètre de la chaussée, par exemple. Ça, c'est un exemple que je prends. C'est très pratique. Hein? Comment je fais pour vivre dans un espace propre, hygiénique? Est-ce que les ordures que j'ai, je peux les déposer là où je veux? Est-ce qu'en circulant dans l'espace public, je peux me permettre de faire ce que je veux? Non, il y a des codes, il y a des règles. Et ces règles-là, ce sont des règles qui amènent, donc qui codifient les rapports, qui socialisent, mais qui sanctionnent également. Mais nous avons aussi dans la communauté des règles subjectives, des sanctions. Parce que lorsque, dans un groupe, dans la famille, vous avez des écarts de comportement qui ne sont pas du point de vue de l'éducation reçue par l'ensemble des membres de la famille, vous pouvez être catalogué, vous pouvez être pointé du doigt. Dans un village... Et être sanctionné. Dans un village, à l'époque de nos grands-parents, lorsqu'on disait qu'il ne fallait pas rentrer dans cette forêt ou aller se laver dans telle rivière, dans telles conditions, les choses étaient respectées. Parce que vous couriez le risque, effectivement, d'être sanctionné. Donc, l'efficacité ici, c'est le fait que ces règles nous fassent agir. Mais on peut se rendre compte que les règles de la communauté des règles subjectives sont plus efficaces dans le fonctionnement de notre vivre ensemble que les règles objectives qu'on se donne. Voilà pourquoi l'État est un État faible. Voilà pourquoi les institutions sont des institutions faibles. Lorsqu'on dit il nous faut des institutions fortes, mais ce n'est pas l'institution elle-même en tant que règle, en tant que structure, qui doit exprimer sa puissance. C'est l'homme, c'est l'individu en son sein qui, par un rapport rationnel qu'il a avec cette institution, qui respecte les règles, qui rend cette institution forte. Quel que soit le domaine, que ce soit dans la police, la gendarmerie, l'armée, l'Assemblée nationale, l'école, la santé, dans tous les domaines qui structurent la vie collective. Professeur? Oui, merci. Je pense qu'à cette question, pour apprécier l'efficacité des normes subjectives ou objectives, je pense qu'au niveau du Gabon, il y a un véritable conflit. Pourquoi? Parce que l'homme gabonais, effectivement, se trouve écartelé, comme vient de le rappeler Georges, entre ce qui fait partie de son être culturel, bien sûr, qui relève de son ensemble social, selon qu'on soit du sud, du centre ou de l'est, et en même temps, il est confronté à ce que lui impose la société de manière objective, à travers les lois, les codes. Et le problème de l'homme gabonais aujourd'hui, c'est que, comme disait Georges tout à l'heure, à partir du moment où ceux qui sont en responsabilité, lorsqu'ils dévient, les normes d'origine ne permettent pas de les sanctionner. Donc du coup, en agissant, en se référant aux normes subjectives, mais
on tire beaucoup plus vers la corde des normes objectives où on observe il y a l'incapacité à sanctionner. Et ça conduit à quoi? Ça conduit à ce que l'homme gabonais soit, on va dire, ballotté comme ça entre les normes subjectives et les normes objectives, où il remarque au sommet de l'État, par exemple, il y a tellement de désordre qu'il se permet, à son niveau, d'agir comme il veut. Comme il veut. Comme il entend. En fait, c'est ça la réalité Puisqu'il tient le modèle du haut. Exactement. Bon, mais là encore, c'est un problème. Vous savez, nous sommes des êtres humains. Et le sens n'est reproductible que par imitation. Donc, si vous ne mettez pas dans la tête des gens ce qui doit y être mis, mais les gens vont faire ce qu'ils pensent être juste. Voilà. Donc, la question qui se pose, c'est pourquoi donc ce désordre? Globalement, disons les choses comme cela, de façon crue. Oui. Vous regardez Libreville. La ville n'a aucune capacité à agir sur le riverain pour que le riverain adopte la citadinité de la commune de Libreville. C'est un grand problème. Ça veut dire que d'un point de vue communal, la normativité de la sociabilité des gens, pour le public, je veux dire, ce qui fait que les gens devaient apprendre à vivre ensemble, c'est-à-dire à se découvrir, à se connaître et donc à se respecter, n'existe pas. Ou si ça existe, leur efficacité quant à la modification du comportement des riverains, presque nulle. Oui. Donc, je prends un exemple simple, vous allez bien comprendre ce qui va se passer. Et je veux rebondir sur cet exemple. Vous roulez derrière un taxi. Bon, faites attention. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont dans le taxi, si elles mangent un sachet, elles mangent des arachides, si elles... Donc, elle va prendre, elle jette, ça va vous tomber sur un pare-brise et votre pare-brise va se casser. Donc, ça, c'est un acte. Normalement, dans un pays organisé, tu prends ton téléphone, tu appelles la police intercepte le taxi identifie la personne et la personne va faire les travaux d'intérêt général pour qu'elle comprenne que ça ne se fait pas. Non seulement cette personne met en danger la vie d'autrui, mais en plus elle salit la ville. Donc avec la complicité du taximan. Parce que si le taximan avait compris ou si on lui avait dit qu'il faut mettre un sachet dans son taxi pour que les gens qui bouffent dans sa voiture mettent les choses à l'intérieur de sa voiture. Donc, quand on parle de rationalisation, c'est mettre en place un système qui fasse que les gens comprennent de par leur tête et n'agissent pas de façon biologique, c'est-à-dire instantanée et spontanée. Or, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, le problème de l'État post-colonial que nous avons hérité dans la démocratie, c'est la question de la durabilité au pouvoir. Bongo a fait 45 ans au pouvoir. Donc, c'est rentrer dans la tête des gens que avoir le pouvoir, c'est rester le plus longtemps possible visible. Donc, ça a des conséquences fâcheuses dans les familles. Le père de famille devient autoritaire, ses enfants souffrent même s'ils ont, disons, 40 ans au pouvoir, même s'ils ont 25 ans. Donc le père ne peut pas les écouter parce que inconsciemment, nous absorbons le désordre qui est dans l'espace public. Le désordre construit le discours politique comme des valeurs pérennes. Alors que les véritables valeurs qui relèvent de la norme objective qui est censée construire, nous fédérer autour d'un agir social commun, d'un agir public commun, sont dévalorisés par la survenue, n'est-ce pas, de cette instance que moi je peux appeler la durabilité au pouvoir, ou bien, disons ça en d'autres mots, la visibilité du pouvoir de celui qui l'exerce. Mais ça concerne tout le monde. On peut crier sur les politiques, mais en réalité, les enseignants de l'université, c'est pareil. J'ai un cours,
Bon, c'est mon tour. Tant que je ne suis pas parti à la retraite, quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Hein? Donc, vous allez au marché, celui qui est arrivé là le matin dit « ça c'est ma place ». Donc, la personne n'a pas acheté à la mairie l'autorisation d'être là de façon pérenne, ad vitam aeternam. Donc, ça se répercute à tous les niveaux de la société. Mais nous, bon, avec beaucoup de facilité, parce que ça nous plaît aussi, on dit « oh, les hommes politiques sont comme ça ». Mais nous tous, nous sommes venus des hommes politiques. C'est un combat qui ne doit pas être seulement mené au niveau des hommes politiques. Il faut d'abord en prendre conscience et penser de façon réfléchie que cela nous concerne nous tous parce que nous sommes impactés par ces habitudes, tant au niveau sociologique qu'au niveau psychologique. Et ça, c'est de là que peut seulement partir l'émergence dans la tête de chaque Gabonais d'un nouveau Gabon basé sur la normativité des comportements sociaux et de la construction de l'État. Voilà. D'accord, mais du point de vue culturel, quels sont les éléments culturels que l'on devrait retenir au sortir de ce dialogue pour fabriquer justement un nouveau humain gabonais? Des éléments culturels. Et comment finalement, justement, restaurer le Gabon, voir le Gabon en tant qu'institution sociale? Bon, pour conclure, hein, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Si vous me permettez, oui, je vous permets. Parce que ça, c'est en lien avec ce que je viens de dire. Bien sûr. C'est-à-dire que si vous voyez quelqu'un comme enfant, tout de suite, vous ne vous donnez pas l'opportunité de le percevoir comme un Gabonais. Si je le perçois comme un Pounou, je ne lui donne pas la possibilité qu'il me perçoive comme un Gabonais. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce sens? Il y a ce qu'on appelle les méta-récits. Chez le Fan, il y a l'Onvet, par exemple. Chez l'Ompounou, il y a le Moumbouang. Donc, à partir d'une réflexion dense, on voit ce qui est structurant et qui est commun dans toutes les cultures subjectives pour en tirer des normes qui fassent que chacun s'identifie à la norme générale et vive dans son espace privé sa norme subjective. C'est cette rationalisation qui nous permet de transcender les différences ethniques. Parce qu'en ce moment, quand une norme devient pertinente pour tout le monde, la personne, et que c'est intégré, on ne se voit plus comme différent puisque nous participons tous du même paradigme. Donc ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça qu'au niveau de l'affaire qui va se passer, donc du dialogue national, il faut que les gens arrêtent de se présenter comme homme politique de Logo et Vido, homme politique de l'estuaire. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens pertinent. Sinon, on ne peut pas bâtir la nation gabonaise avec ça. Ramener toujours et maintenir ce statu quo et le Gabon quasiment vers le bas. Voilà. Il y a une impossibilité de l'élever spirituellement, intellectuellement et autres. Et donc, c'est fondamental, tous ces aspects. Mais je voudrais quand même dire qu'ici, pour agir sur l'homme, je pense que le Gabon a dépensé suffisamment d'argent pour former les Gabonais dans les sciences humaines et sociales. Parce que d'aucuns, notamment certains hommes politiques, ont toujours pensé qu'on n'a rien à faire. La sociologie, la psychologie, l'anthropologie ne peuvent rien apporter. C'est la base. Vous voyez que les problèmes que nous avons dans nos sociétés sont des problèmes d'hommes. Mais comment pouvoir comprendre l'homme et agir sur lui si vous faites fi des sciences humaines et sociales? Vous allez faire comme les hommes politiques que nous avons, qui pensent à partir de leur tour d'ivoire qu'ils ont la magie pour transformer. Mais la preuve, c'est que toutes ces années et ces décennies nous révèlent que, comme on a mis la science de côté, on a pensé que l'ignorance et la médiocrité peuvent gouverner la société et l'État. Voilà le résultat. Que la raison peut partir et que la bêtise pense à la place de la raison. Voilà le résultat. Oh, vous êtes un peu trop dur. Je ne suis pas trop dur, c'est la réalité. C'est un peu trop dur. Mais nous l'avons vécu durement. Non, mais et ça a conduit au coup de délibération le 30 août. Moi, je persiste à penser que à partir du moment où on est dans un paradigme, on ne peut pas, et qu'on n'a pas les outils du fonctionnement de ce paradigme. Donc on est à l'intérieur de ce paradigme comme un patient, c'est-à-dire quelqu'un qui est là pour faire vivre une machine, sans que la personne n'ait conscience de la manière dont la machine fonctionne. C'est ça le grand problème. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'idée de penser désormais plutôt que de vivre de façon au jour le jour. Parce que c'est le vécu du au jour le jour qui nous amène dans la difficulté de nous projeter. Et pour sortir du paradigme de penser au jour le jour, il faut maintenant remettre
les universitaires et toutes les autres personnes qui travaillent dans les administrations, qui ont des compétences cognitives suffisamment élevées pour étudier, objectiver, normaliser tout aux affaires. Bon, je prends un dernier exemple. Vous ne pouvez pas, par exemple, prendre un professeur d'université, faire un conseiller qui va aller écrire les discours du ministre. C'est la façon la plus manifeste de tirer le ministre par le bas et le collègue qui est conseiller du ministre vers le bas, parce qu'il détient un ensemble de connaissances qui peuvent aider le ministre à voir autrement le Gabon. Donc, il est bien dans la fonction de conception. Absolument. D'accord, ok. Voilà, messieurs, nous sommes à la fin de cette émission, hein, mais je maintiens quand même mon idée que nous avons vécu un moment où la raison est partie, la bêtise qui manquait justement de fonction cognitive a dû penser et croire qu'elle peut penser. Nous sommes arrivés au chaos. Voilà, donc, professeur, monsieur les docteurs, en tout cas, j'ai été très ravie de vous avoir sur ce plateau, hein, et à vous, chers téléspectateurs aussi. Je vous dis merci, merci de votre aimable attention et surtout, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve aussi donc mardi prochain à 21 h. Au revoir.